Le journal de la Méditerranée, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous partons ensemble faire le tour du bassin méditerranéen. Nous embarquerons ainsi à bord d'un porte-container. Et oui, ces navires marchands accueillent parfois des voyageurs étonnants, vous verrez. Nous rejoindrons ensuite Jérusalem, une ville où se côtoient toutes les religions dans une atmosphère unique, malgré les tensions parfois extrêmes. Nous nous intéresserons ensuite à une campagne de sensibilisation inédite. Celle-ci donne la parole à des parents dont les enfants sont partis faire le djihad, des témoignages bouleversants. Vous verrez. Mais avant de développer ces titres, revenons sur les dramatiques intempéries qui ont balayé la Côte d'Azur. C'était samedi 3 octobre. Ce jour-là, un déluge meurtrier a provoqué la mort de 20 personnes en quelques minutes seulement. Plusieurs communes des Alpes-Maritimes se sont retrouvées submergées. Retour sur une nuit cauchemardesque avec Marion Gadea et Claire Gidon. Le déluge au stade Alliance Riviera de Nice comme sur une grande partie de la Côte d'Azur. Le cauchemar commence à 19h. Il tombe en 1 heure, l'équivalent d'un mois de pluie. À Cannes, la principale rue commerçante se transforme en torrent. Le chaos également à Antibes, ce cours d'eau, la Brague sort de son lit. De nombreux habitants sont pris au piège, affolés et impuissants. On a vraiment vu l'apocalypse. C'est en direct. On a vu surtout 2 personnes se faire emporter tout au début du débordement de la Brague. Le courant était d'une violence vraiment extrême. À quelques kilomètres de là, à Biot, une lame d'eau envahit cette maison de retraite. 3 pensionnaires perdent la vie. Le phénomène météo est d'une extrême violence. Cette femme, emportée au moment où elle ouvrait sa porte d'entrée, a pu être sauvée in extremis. Je me suis pris des branches, des arbres, presque une voiture dessus, qui était emportée. Et je suis restée facilement 1h30 dans l'eau. Scène cauchemardesque également dans les parkings souterrains. À Mandelieu, 7 personnes ont perdu la vie en tentant de dégager leur voiture. Les portes, elles sont à l'inverse. Donc quand ils sont rentrés, pas de problème. Mais quand ils ont voulu ressortir, ils étaient bloqués, voilà. Après cette nuit d'angoisse, les habitants se réveillent endeuillés et catastrophés. Le bilan est lourd, 20 morts et des dégâts considérables. Dans les zones sinistrées, la solidarité s'organise. Heureusement qu'il y a des amis qui viennent nous aider parce qu'autrement on aurait pété les plombs là. Même si la Côte d'Azur mettra très longtemps à panser ses plaies, la vie reprend peu à peu son cours grâce à une forte solidarité. Moment symbolique, le match France-Arménie jeudi soir a bien eu lieu au stade de l'Alliance Riviera de Nice. 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes de ces intempéries meurtrières. Et j'ajoute que le département des Alpes-Maritimes a alloué ce jeudi une aide exceptionnelle de 10 millions d'euros aux habitants, aux communes et aux entreprises sinistrées par les intempéries. Par ailleurs, l'arrêté interministériel déclarant l'état de catastrophe naturelle dans 32 communes du Sud-Est a été publié au journal officiel. Alors, si l'heure est aujourd'hui à la solidarité et aux demandes d'indemnisation, les questions restent également d'actualité. Pour en parler avec nous aujourd'hui, notre invitée est enseignante, chercheure, géographe, Christine Voiron-Canicio. Bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver en duplex de Marseille. Avant de revenir ensemble sur les causes probables d'un tel drame, ces catastrophes ne peuvent-elles pas être mieux anticipées selon vous ? Alors c'est toute la question et il n'est pas toujours très simple d'y répondre. Cette question pose l'autre question de la validité des modèles météo. C'est un premier point. Sont-ils toujours fiables pour des catastrophes locales? Mais cela pose aussi la question de la pertinence du développement des radars locaux qui permettent de suivre de façon plus précise l'avancée de certains nuages chargés d'orages et de pluie et de lancer des alertes locales de façon pertinente. Mais toute la question qui se greffe là-dessus et de savoir si le personnel pour veiller à ces alertes et déclencher ces alertes existe en permanence. Les radars existent. Y a-t-il le personnel pour les faire fonctionner Bien sûr, au quotidien? et pour anticiper dans ce type de situation. Alors justement, comment expliquer un tel scénario catastrophe? Une chose est sûre, ce drame a mis en lumière les problèmes d'urbanisation sur la Côte d'Azur. On en reparle dans un instant avec vous. Un exemple, une réalité. Voyons la construction d'un quartier situé dans une zone classée inondable près de Nice. Et les riverains s'interrogent. Anne-Claire Poignard, Tristan Lebras, reportage. À quelques centaines de mètres du centre-ville de Nice, c'est une vallée en pleine métamorphose.
Sur ces anciennes terres agricoles, les camions de chantier sont en plein travail. Un stade a déjà vu le jour. Ici, c'est une 4 voies qui se construit. À terme, 450 hectares de terre seront urbanisés. Laetitia Barriera vit à quelques kilomètres du chantier. Et pour elle, le béton ici, c'est une hérésie. Nous sommes environ à 200 mètres, même pas 200 mètres du fleuve Var, qui se situe donc au milieu de cette plaine. Et ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est que nous savons qu'avec ces épisodes diluviens dont nous avons l'habitude, que plus de bétonisation va contribuer à la montée des eaux. Et donc l'eau ne pourra plus être absorbée par les sols qu'il était autrefois grâce aux zones agricoles. Des zones agricoles progressivement grignotées par des immeubles un peu partout dans la vallée. Une vallée pourtant largement submergée il n'y a pas si longtemps. 1994, voici la plaine du Var envahie par les eaux, une crue centennale encore présente dans toutes les mémoires. Alors construire ici ne présente-t-il pas un risque ? Nous avons posé la question à la préfecture des Alpes-Maritimes. Dire on peut construire sans risque dans les Alpes-Maritimes, ce serait un leurre. Donc effectivement, il y a des choix qui sont faits en fonction effectivement du niveau d'exposition du risque. La vallée du Var, avec tous ces aménagements, n'est pas le secteur le plus exposé. D'ici quelques mois, près de 4500 logements seront construits dans ce secteur. Des constructions qui ne font toujours pas l'unanimité. Christine Voiron, je rappelle que vous êtes notamment géographe. Alors, ces situations que l'on vient de voir paraissent absolument invraisemblables et pourtant, ce quartier pourrait bien voir le jour. Quel est votre sentiment ? Je pense que ça fait partie des nombreux risques qui concernent la Côte d'Azur, mais pas seulement. Il y a effectivement une impression de protection derrière les digues qui sont érigées, mais cette protection n'est que façade. Et l'inondation gagne systématiquement lors des grandes pluies dans ces secteurs, même indépendamment des crues qui sont généralement les seules prises en considération. Mais alors en quoi l'urbanisation sur la Côte d'Azur est-elle en cause ? L'urbanisation crée ce phénomène d'imperméabilisation des sols. Et l'imperméabilisation des sols se traduit par du ruissellement. L'eau ne peut pas s'infiltrer et ce ruissellement, canalisé par la morphologie des rues, peut amener à de pareils dommages que ceux que nous avons connus. Et justement, la disparition progressive des terres agricoles est également un problème. Tout à fait. Et c'est un des éléments qui milite en faveur de la permanence d'un minimum d'espace agricole en zone littorale et en zone inondable, c'est qu'elle joue le rôle d'éponge. La côte méditerranéenne dans son ensemble est-elle concernée par cette réalité ou est-ce vraiment concentré sur la Côte d'Azur en France ? Oui, hélas, oui. Tous les espaces méditerranéens qui sont transformés par l'urbanisation croissante et l'artificialisation, sont touchés par ce phénomène ou le seront tôt ou tard. Et le 3 octobre 1988, il y a quelques années de cela, à Nîmes, se sont produits les mêmes événements avec les mêmes dommages et les mêmes dizaines de morts. Alors que la COP21 approche à grands pas, la problématique de la bétonisation des côtes méditerranéennes doit-elle être abordée au cours de cette conférence sur le changement climatique, selon vous ? Oui, parce que le changement climatique va avoir des conséquences qui seront plus ou moins aggravées par les conditions du milieu sur lesquelles ce changement climatique va s'exercer. Et dans les zones littorales, on craint effectivement que les phénomènes d'inondation soient aggravés par la montée du niveau marin, par les submersions marines qui sont de plus en plus fréquentes et qui vont venir aggraver les situations de crise du type de celles que nous avons connues. Oui. Christine Voiron, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et sachez que vous pouvez revoir cet entretien ainsi que ce magazine dans son intégralité sur notre page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook.
L'actualité du bassin méditerranéen, c'est aussi la situation en Syrie. Nous en avons largement parlé ici même la semaine dernière. L'armée syrienne a annoncé officiellement le lancement d'une offensive terrestre majeure avec le soutien des bombardements effectués par la Russie. Une intervention russe qui suscite des divisions en France. L'opinion semble clairement favorable à des frappes aériennes. Se posent toutefois des questions autour de Bachar al-Assad. Faut-il pactiser avec cet homme controversé? Certains y sont favorables, d'autres s'y refusent. Le point avec Stéphanie Pérez et Alexis Fischer. Faut-il parler avec Bachar el-Assad? Combattre à ses côtés contre les djihadistes du groupe État islamique? La ligne officielle de la France est sans appel. On ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. 4 ans de conflit, au moins 250 000 morts. Pour François Hollande, impossible d'éclipser la responsabilité de Bachar el-Assad dans le chaos syrien. Mais la question divise de plus en plus. 3 députés de gauche ont pris une nouvelle fois le chemin de Damas et rencontré des responsables syriens. Pour eux, rompre le dialogue n'est pas la solution. L'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement va même plus loin. L'élimination d'Assad ouvrirait les portes de Damas à Daesh. Que Bachar soit un dictateur brutal est une évidence, mais il ne faut pas mélanger morale et politique. Face aux dirigeants syriens, un pragmatisme de plus en plus partagé dans la classe politique. La Russie veut agir avec Bachar al-Assad. Est-ce que ça vous paraît possible? Oui. Mon ennemi numéro 1, c'est Daesh. Alors on ne va pas se poser de questions diplomatiques, existentielles. Il faut frapper, il faut taper, il faut exterminer Daesh. Alors dans ces conditions-là, nous n'avons qu'un seul ennemi numéro 1. Et l'opinion publique? Révulsée par la guerre, bien sûr. Mais depuis les attentats de janvier, la donne change, peu à peu. Pour beaucoup de Français, y compris ceux qui sont pour une alliance aujourd'hui avec Bachar el-Assad, ça revient quand même d'une certaine façon à choisir entre la peste et le choléra. Les Français ont aussi une très mauvaise opinion de Bachar el-Assad. Mais il n'empêche que de leur point de vue, le danger prioritaire contre lequel il faut lutter, c'est Daesh. Selon un récent sondage, 54% des Français pensent qu'il faut s'allier aux dirigeants syriens dans le combat contre le groupe État islamique. Le groupe État islamique qui vient de pulvériser le célèbre arc de triomphe de Palmyre en Syrie, selon le chef des Antiquités de Syrie. Vous le voyez derrière moi avant sa destruction. Il s'agit là du dernier monument en date à être détruit dans cette cité antique classée au patrimoine mondial de l'humanité. L'arc de triomphe, situé à l'entrée de la célèbre rue à colonnade du site historique, était une icône de la perle du désert syrien. L'occasion pour nous de nous intéresser à cette campagne de sensibilisation en France pour éviter le départ de jeunes djihadistes vers la Syrie. Des spots sont diffusés à la télévision et donnent la parole à des parents confrontés au problème. Des témoignages, vous allez le voir, émouvants. Ils sont 4, dont Baptiste, le père de Léa parti à 16 ans, à peine. C'est elle qui nous a appelés, qui nous a dit « Papa, maman, je vais vous faire du mal ». Je suis parti en Syrie. Véronique, la mère de Quentin, 22 ans. On ne sait pas précisément où il est, ce qu'il fait. On ne peut pas aller le chercher. On se l'est pris en pleine gueule, quoi. Jonathan, le frère de Sarah, toujours en contact avec sa sœur. Ça fait 1 an que je fais toujours le même discours. Il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut venir. Maintenant, il faut y aller. Et enfin, Salia, dont le fils est mort à 19 ans. Quand on vous annonce la mort de votre enfant, on ne vous donne pas son nom véritable, on vous donne son nom de combattant. Tous ont un parent parti faire le djihad en Syrie. Ils témoignent aujourd'hui à visage découvert, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation soutenue par le ministère de l'Intérieur. Vous êtes touché par ce drame, vous n'êtes plus seul. Mais ce sont bien les familles qui sont à l'origine du projet. L'idée est venue des familles qui nous ont demandé d'exprimer justement leur souffrance et leur désarroi et de faire comprendre aux jeunes susceptibles de partir qu'en partant, non seulement ils allaient trouver des situations épouvantables, mais qu'ils allaient détruire leur famille. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que nous avons mis des parents effectivement très différents, d'origine, de milieux, de religions très différentes. Ça leur est tombé dessus. Nous ne sommes pas des parents de terroristes, nous sommes des victimes. Entourer les familles, victimes, empêcher surtout de futurs départs en Syrie. Le numéro vert mis en place par le gouvernement il y a 1 an et demi a permis d'enregistrer plus de 3100 signalements par des familles qui doutent ou qui s'inquiètent. Il y aurait actuellement plus de 500 Français ou résidents français en Syrie ou en Irak. Oui, ces spots sont également visibles sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, un site internet stop-djihadisme.gouv.fr. Il s'affiche au bas de l'écran.
Et comme un message d'espérance, j'ajoute que le Nobel de la paix a consacré ce vendredi un quartet d'organisations qui a permis de sauver la transition démocratique en Tunisie, berceau du printemps arabe, mais dont la fragile démocratie reste menacée par la violence djihadiste. Rejoignons Jérusalem à présent, confronté à un regain de tensions ces derniers jours entre Palestiniens et Israéliens. Des tensions qui ont donné lieu à de nouvelles attaques, notamment dans la vieille ville. Une ville que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui loin de cette actualité. Ici se côtoient les cultures et les croyances. Jérusalem tient en effet une place centrale dans les religions juives, chrétiennes et musulmanes, offrant aux visiteurs une ambiance unique. Franck Genozo, Alan Grégo. Dans l'histoire, aucune ville n'a été aussi souvent fantasmée, convoitée, assiégée. Jérusalem fait l'objet d'une dévotion depuis des millénaires, à la hauteur de l'attente qu'elle suscite chez les pèlerins du monde entier. La ville, sainte, pour les juifs, les chrétiens et les musulmans, l'expérience d'une vie pour beaucoup de visiteurs. Dans ce panorama d'exception, il domine la ville. Le dôme du Rocher est le troisième lieu saint de l'islam. C'est l'édifice architectural le plus important au monde pour les musulmans et le plus ancien encore debout. Privilège rare, notre caméra est conviée à l'intérieur, où des milliers de pièces de mosaïque recouvrent le dôme et les parois. Le nom de Jésus-Christ et de sa mère Marie sont inscrits sous la coupole et certains y voient une invitation adressée aux non-musulmans pour qu'ils se rapprochent de l'islam. Notre guide nous conduit ensuite au sous-sol de l'édifice. Une grotte intacte depuis 14 siècles. C'est ici que le prophète Mahomet se serait élevé vers le paradis. Sur cet emplacement se dressait il y a 2000 ans un temple juif. Il n'en reste qu'un vestige, le mur des lamentations. Lieu saint pour les juifs qui chaque jour par milliers viennent s'y recueillir et déposer de petites prières et des vœux dans les interstices du mur. Isabelle Cohen guide des touristes dans la vieille ville depuis 10 ans. Personne ne ressort inchangé de Jérusalem. Je guide beaucoup de gens qui sont chrétiens, qui sont juifs. Beaucoup d'entre eux sont laïcs, ne sont pas du tout religieux. Et tous me disent, quand on vient à Jérusalem, on ressent quelque chose. Enfin, notre visite ne serait complète sans un détour par le Saint des Saints pour les chrétiens. Entrez avec nous au Saint-Sépulcre, en compagnie de frère Stéphane, un franciscain français. Dès la porte d'entrée, les pèlerins se prosternent sur ce qu'on appelle la pierre de l'onction. Le Christ, entre sa mort et sa résurrection, a été lavé, parfumé sur cette pierre. À quelques mètres de là, l'impressionnant tombeau du Christ, précieusement gardé par les prêtres de différentes communautés chrétiennes. Ici, chacun prie à sa manière. Quelques mots, un cierge ou un baiser déposé. Le tout, au milieu des touristes, toutes confessions confondues, le frère Stéphane appelle cela la Sainte Pagaille. Ici, c'est la Sainte Pagaille, mais c'est une pagaille où on se rencontre et Jérusalem a besoin de gens qui se rencontrent. Parce que lorsque l'on ne voit plus les autres, lorsque vous avez un mur qui vous sépare, on finit par diaboliser les autres. Et nous, franciscains, nous sommes là pour que les gens puissent se rencontrer, justement. Et des murs, la ville n'en manque pas, de ceux qui rassemblent ou de ceux qui séparent. Demandez à tous ceux qui se sont heurtés à ces remparts, Jérusalem ne se conquiert pas en un jour. C'est tout le charme de la ville 3 fois sainte. Voilà pour ce beau voyage en plein cœur de Jérusalem. Ces mensurations donnent le vertige. Jugez plutôt 400 mètres de long, 54 mètres de large et la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Inauguré par le président François Hollande, le Bougainville est le plus gros des porte-conteneurs battant pavillon français. Il est la propriété de la CMA-CGM dont le siège social se trouve à Marseille. Et des cargos qui accueillent parfois des voyageurs. Embarquement immédiat dans un navire de la CMA-CGM pour une croisière insolite entre Barcelone et la cité phocéenne. Le navire qui agite le port de Barcelone aujourd'hui, c'est lui, le Rigoletto. Un cargo français de 320 mètres de long et de 120 000 tonnes. Autour de lui, une valse de conteneurs millimétrés
et ininterrompue. Le cargo n'a que quelques heures pour décharger et charger des milliers de conteneurs. Mais ce qui retient aussi l'attention du commandant, c'est l'arrivée d'invités un peu particuliers, car le bateau attend des passagers. Bonjour. Bonjour. Christophe. Bonjour. Stéphane. Le cargo sera leur navire de croisière jusqu'au port de Marseille. Regarde la taille. Merci. Par contre, attention, c'est assez sale. D'accord. En tongs et sandalettes, le jeune couple de vacanciers embarque pour 2 jours de traversée. Un voyage dont ils ont rêvé et qu'ils ont gagné grâce à un concours. Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord. Merci. Sur le quai, Vivi Navarro, la dernière passagère, arrive à pied. Amatrice de croisière en cargo, cette artiste peintre embarque seule. C'est une habituée de la compagnie. Mais avant de profiter de la croisière, les passagers doivent d'abord suivre une procédure précise. Là, je ne vais pas vous laisser souffler pendant un petit moment parce que vous êtes, on est un petit peu pris par le temps. D'accord. Je vous attends dans la coursive. D'accord? Dans le couloir. D'accord. Première obligation, apprendre à évacuer le navire comme des professionnels. Car on n'abandonne pas un cargo comme un bateau de croisière. Petit cours pour savoir se jeter à l'eau, démonstration. En cas d'alarme d'abandon, il y aura une diffusion générale qui va nous dire ce qui se passe. Et donc, vous serez invité à prendre votre combinaison. Une combinaison qu'ils devront savoir enfiler en 2 minutes chrono. Pas dans les manches. Ensuite, on passe la tête dans la cagoule. De quoi rappeler aux passagers qu'ils sont sur un site industriel. J'espère qu'on ne va pas avoir à abandonner sur la traversée Barcelone-Marseille. Mais on s'est renseigné, hein, on n'a pas vu d'avis de tempête. Donc c'est bon. Les passagers sont ensuite conviés à un cocktail organisé en leur honneur. Merci. Un apéritif au champagne en compagnie des gradés du navire. Santé. Santé. Avant de se coucher, ils ont droit à une dernière visite des parties communes. Voilà, la salle de sport. Les espaces de loisirs sont rudimentaires. Donc la piscine est là. Donc là, il y a le filet parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. La piscine n'est remplie qu'en haute mer. Elle est plus petite que sur un bateau de croisière, mais ça suffit pour s'amuser. 4h30 du matin. Tout le monde sur le pont. Le navire quitte lentement le port de Barcelone. La manœuvre est délicate. Vivi et Stéphane ne voulaient rien rater du spectacle. Je pensais qu'on nous mettrait peut-être, c'est quand même une manœuvre assez périlleuse, dans un endroit un peu plus confiné pour ne pas perturber les échanges. C'est carrément exceptionnel. Moi, j'en ai la chair de poule. Le navire file droit vers Marseille pour livrer sa cargaison. À bord, 9300 conteneurs qui doivent arriver à l'heure et sans encombre. Pendant que l'équipage se concentre sur la navigation, les passagers vaguent à leurs occupations. Moment de détente pour notre couple qui profite de la vue. La mer est calme et le navire ne bouge quasiment pas. Vivi Navarro, elle, s'est trouvé le cadre idéal. Mais là, vous voyez, on est à l'avant du navire. C'est le silence le plus absolu. On entend à peine le murmure de la mer. La machine est assez loin. Quoi de mieux? C'est inspirant, un cargo? Moi, ça m'inspire beaucoup, en tout cas. J'aime bien la ferraille, j'aime bien l'acier. Après le calme, l'enfer des machines. Au programme de l'après-midi, visite des entrailles du navire, où il fait près de 40 degrés. Le chef mécanicien s'improvise guide touristique. L'hélice est vraiment boulonnée sur cet arbre. C'est quand même un environnement particulier, c'est quelque chose dont on est assez fier en fait. Donc ça fait plaisir d'avoir des touristes qui viennent voir ce que c'est en vrai. C'est vrai que ça change beaucoup des vacances au bord de l'eau. Et c'est très intéressant et instructif. Passer de la chaleur et du bruit des machines au chic d'un dîner à la table du commandant. Le voyage à bord d'un cargo n'est fait que de contrastes. Les côtes françaises ne sont plus très loin. Le commandant offre un dernier cadeau aux passagers. Je vais enlever le pilote auto. Un cours accéléré de navigation. Le nord. Donc il faudrait que tu maintiennes l'aiguille jaune sur le N qui est là. Vas-y. On va voir. Alors là, c'est dans l'inverse du coup, c'est ça?
Maman. Oh, la vitesse sec. Tu vois, on est en train de partir. Donc il faut que tu mettes la barre 20 à gauche. Je suis à côté, s'il y a quoi que ce soit pour prendre la barre, autant en profiter pour qu'ils découvrent vraiment, pour qu'ils sentent, qu'ils touchent du doigt la difficulté de maintenir le navire dans l'axe. Chaque année, 1000 passagers choisissent de naviguer sur cette compagnie. La nuit tombe, une nuit de repos cette fois. À l'arrivée à Marseille à 4 h du matin, les passagers dorment. Après une bonne grasse matinée, ils débarquent avec des souvenirs plein la tête. L'image de la semaine est consacrée à une figure de la Méditerranée. Pablo Picasso est à l'honneur au Grand Palais à Paris. 100 de ses chefs-d'œuvre, dont certains jamais montrés au public, sont ici confrontés aux plus grands maîtres de l'art contemporain, des artistes qu'il a souvent inspirés. Picasso Mania, c'est à voir jusqu'au 29 février prochain. Juste le temps pour moi de vous souhaiter une très belle semaine.